Mais qu'est-ce qui reste de tous ces grands items? Il ne reste rien d'autre à la gauche que son ennemi. Elle ne se définit plus que par ça. Parce qu'encore une fois, sur le plan du fond idéologique, entre Mélenchon et Macron, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Emmanuel Macron a été la dernière cartouche du consensus des élites françaises sur les orientations fondamentales du pays, consensus que je propose de résumer sous l'étiquette de mitterrando-chiracisme. Nicolas Sarkozy a été la dernière cartouche de la version de droite de ce consensus, François Hollande la dernière cartouche de sa version de gauche. Il restait la place d'une version centriste et de droite et de gauche. Marcel Gauchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Macron, les leçons d'un échec, qui est le deuxième volume de Comprendre le malheur français. Pourquoi avez-vous écrit cela? Parce que j'ai écrit ce livre, parce que l'expérience Macron me paraissait représenter un épisode intéressant de la vie publique française, venant après les expériences antérieures, Chirac, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, que nous avions pu vivre et qui m'avaient fait écrire un livre précédent portant davantage sur le fond de la situation française que sur sa conjoncture politique immédiate, qui s'appelait Le Malheur, Comprendre le malheur français, puisque on voit bien qu'au travers de tout ce parcours, l'impression que le pays s'est enfoncé dans une sorte de déclin, de déclassement. Les mots manquent un peu pour s'entendre sur ce qui se passe, mais on voit bien qu'on baisse et qu'on ne monte pas. Et les Français le vivent très mal et ça mérite qu'on se demande pourquoi. Et dans le cas précis de Macron, il y avait ce qui a donné au départ le sentiment d'une prise de conscience de cette situation et d'une espèce de volonté collective de s'en sortir. Il y a eu une vraie promesse Macron à laquelle j'ai été moi-même sensible. Je ne dis pas que j'y ai adhéré, mais je me suis dit, après tout, un outsider, quelqu'un qui vient de nulle part, donc qui n'a de dette envers personne, et de ça, on a pu vérifier que c'était bien le cas. Il l'a bien montré. Il n'a pas de dette envers qui que ce soit. Voilà une expérience politique qui pouvait donner, après tout, un nouvel élan au pays. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, et le livre porte quand même sur un échec. Quand ce livre est paru, je me suis fait brocarder par beaucoup de commentateurs sur le thème « Mais comment parler d'un échec? Il vient d'être réélu président de la République. » Bon, il a été réélu, mais s'il n'y avait peut-être pas d'échec constatable pour des esprits modérément lucides, soyons gentils, en 2022, je crois qu'aujourd'hui, le mot d'échec paraît très faible. Et d'ailleurs, nous avions hésité avec François Azouvi, avec qui j'ai fait ce livre, sur le titre. J'avais pensé d'abord le fiasco. Et puis le mot nous a paru quand même un peu rude. Et j'ai vu cette semaine que le Figaro Magazine avait repris le fiasco, parce que je crois qu'en 2024, on peut parler de fiasco. Alors, ce qui m'a intéressé, moi, avec le phénomène Macron, et vous en parlez un peu dans ce livre, c'est que, outre la dimension d'ambition et d'audace personnelle, il y a quand même une réalité sociologique plus profonde qui est que jadis, on avait des partis qui arrivaient à agréger une partie du bloc élitaire et une partie de la population française plus largement. On a vu Sarkozy en 2007 y arriver, évidemment Mitterrand en 81, et que derrière, c'est un peu ce que vous disiez dans la citation tout à l'heure, la cartouche de gauche n'a pas marché, la cartouche de droite, et donc les classes populaires ont fui les grands partis traditionnels. Ce qui fait que la seule façon pour le bloc élitaire, bourgeois, je ne sais pas quel est le bon terme, CSP+, d'arriver au pouvoir, c'était de mettre tous ses œufs dans un même panier, et donc via la candidature Macron.
Et pourquoi je parle de ça? C'est qu'au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours, donc là je précise qu'on enregistre le mercredi après le second tour des législatives où tout se passe et tout peut encore se passer, on a vu Macron, suite à la dissolution, devoir reproduire et radicaliser ce même geste. Pour avoir une sorte de majorité, on ne sait pas s'il l'aura, il était obligé d'agréger tous les partis, de mettre encore plus d'œufs dans un même panier pour espérer garder le bloc élitaire bourgeois au-dessus du niveau de flottaison, en quelque sorte. Est-ce que c'est une analyse que vous pouvez partager? Oui, je pense que, si je puis dire, on voit se dessiner, je caricaturerai un peu, un consensus très large allant de Mélenchon à Macron. C'est en gros, alors évidemment, dans ce genre de cas de figure, les acteurs dénient vertueusement d'avoir quoi que ce soit à voir avec théoriquement un adversaire, mais on est aujourd'hui bel et bien devant une sorte de clivage profond dans le pays entre un bloc progressiste, disons, donc le bloc élitaire, bourgeois, européiste, tout ce que vous voulez, et un bloc populaire qui s'est de fait cette fois cristallisé pour de bon autour du Rassemblement national. C'est ça l'événement. C'est qu'il était en fait assez dispersé. Ou abstentionniste. Et donc là, il y a eu un phénomène de coagulation politique. C'est des choses qui arrivent périodiquement dans l'histoire politique. On est devant un clivage beaucoup plus clair qu'auparavant. Y compris sur un plan sociologique. Il paraît qu'il y a des sociologues dans ce pays, je ne les vois pas, mais ils sont pourtant devant un phénomène très intéressant qui devrait leur rappeler, pour ceux que je connais, leur jeunesse maoïste, c'est qu'on a l'encerclement des villes par les campagnes, le schéma de Mao Tse-tung dans la révolution chinoise. Mais, sauf que on est dans un contexte un peu différent et que ça manque de paysans pour faire plaisir au président Mao. Mais absolument après, on y est. Donc on a un phénomène sociologique extraordinaire parce que c'est un vote, on a affaire à un découpage maintenant sociologique de l'opinion et plus politique. Je dirais socio-psychologique. Le bloc progressiste, le bloc populaire, dont les affects, si on raisonne sur le même plan, sont beaucoup plus difficiles à discerner parce que c'est un mélange. Oui. Mais en tout cas, le fait social extraordinaire, c'est qu'on, pour ainsi dire, on a un déterminisme de la résidence qui produit des opinions. C'est un matérialisme historique d'un genre nouveau qui mériterait peut-être une vraie question de fond. Et alors, ce bloc central, qui aujourd'hui est incarné par Macron, demain peut-être par une autre figure... C'est pas un vrai bloc central. D'accord. C'est pas un vrai bloc central, encore une fois, c'est surtout un bloc métropolitain. D'accord. Et c'est un bloc sociologique, en gros, qui correspond à la société de service. La tertiarisation. Voilà, bon, après on peut détailler dans le détail, mais c'est vraiment... il y a une sorte de photographie économique, de niveau d'éducation, de type d'activité, la fracture du diplôme est centrale. Le centre de gravité du système politique. C'est une nouveauté. Au Royaume-Uni aussi, dans beaucoup de pays, ça est devenu très... Oui, c'est devenu une donnée constitutive de nos sociétés à laquelle les promoteurs de l'école républicaine n'avaient pas pensé, mais qu'il faut maintenant enregistrer et analyser. Ce qui me frappe, c'est que la pyramide des âges de l'électorat de Macron ressemble à celle du Japon, pour faire simple. C'est-à-dire que sa liste aux européennes, donc les européennes nous paraissent tellement loin aujourd'hui qu'elles étaient avant-hier, il n'y a même pas un mois, fait 5% chez les moins de 35 ans. Et ça, c'est une dynamique qui n'était pas tout de suite visible, je pense, dans le Macron de 2017, et qui progressivement a eu un bloc vieillissant, avec, au niveau des retraités, des scores de dictateurs, mais au niveau des jeunes, de plus en plus de mal à agréger chez les jeunes une sorte d'intérêt. Comment est-ce que vous expliquez ce vieillissement du centre, en quelque sorte? Écoutez, là, on est devant un nouveau déterminisme sociologique aussi. Et le fait lui-même, le fait de base, est ancien. Je crois que j'en parle beaucoup dans Comprendre le malheur français. C'est que un des grands problèmes de nos sociétés, qui n'a été en réalité pas anticipé et pas traité politiquement, mais qui va devenir là aussi une composante essentielle du débat futur, c'est qu'on a construit un admirable système de redistribution, très bien,
je n'ai rien contre, au contraire. Mais il faut constater que, faute d'un vrai pilotage politique de ce système de redistribution, il fonctionne à l'avantage des classes les plus âgées, et en particulier des retraités, et au détriment de la jeunesse. C'est, si je puis dire, la donnée économique, en fait, principale. Bon, il y a le problème de l'industrialisation et d'une hypothétique réindustrialisation, mais on a surtout un système de redistribution qui fonctionne au désavantage prononcé des classes les plus jeunes. Aucune société ne peut vivre en misant tout sur les vieux et en négligeant les jeunes. Il y a une aberration là-dedans qu'il faudrait poser frontalement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette baby-boomérisation de la politique, en quelque sorte, coïncide en même temps avec un jeunisme ambiant assez fascinant, où il faut être jeune, il faut être dynamique, et c'est un peu un des paradoxes de Macron, qui est le jeune dynamique, qui a le vote des personnes retraitées. Ben oui, mais parce que le retraité se pense jeune, grâce au système de redistribution. Ça fait typiquement partie de son idéologie, si vous voulez. Les gens qui acceptent de se dire vieux suscitent autour d'eux non, mais c'est pas pour vous êtes très jeune. On peut encore tout faire. Oui. On peut encore faire absolument. C'est un vrai tabou. Vous le ressentez quand vous avez mon âge, c'est qu'effectivement, quand vous introduisez la variable d'âge dans votre propos, à propos de votre situation, les gens vous démentent, ils me disent non, mais non, pas du tout, ça compte absolument pas. Alors que c'est évidemment aujourd'hui, et d'ailleurs on voit bien que le problème français ne se réduit pas sur le plan économique à notre système de retraite, c'est plus largement un système social extrêmement, le meilleur du monde, oui, disons-le, en termes de prestations, pas forcément en termes de fonctionnement, c'est autre chose, mais qui a un coût exorbitant sur le plan du dynamisme collectif et sur le plan du sort fait à la jeunesse. C'est sûr. Qui en fait, en gros, il y a un deal non dit dans nos sociétés entre les générations, c'est le droit de la jeunesse à une période jeune, insouciante, où il n'y a pas d'obstacle, tout le monde peut aller à l'université, ne rien foutre, pendant quelques années, mener une vie agréable, étudiante, et puis après, on se débrouille. Oui. Et c'est là où le vote évolue très significativement quand ce seuil est franchi, d'ailleurs, dans les attitudes politiques, on le voit très bien. Le seuil mais c'est pas un système viable. D'accord. Ce qui me frappe, je parlais de la pyramide des âges du Japon, du centre, c'est à quel point le centre, finalement, aura été, tel que je l'ai connu de mon vivant, moi je suis de 98, une aventure générationnelle. Moi, quand j'étais jeune, le centre, c'était pas très glamour quand même. Hein. C'était les centristes, on se moquait gentiment d'eux. Et là, ils sont devenus, non pas majoritaires, mais en tout cas dominants politiquement. Et il me semble que la possibilité d'existence du centre, tel qu'on l'a connu dernièrement, c'est l'arrivée au pouvoir, ou plutôt la centralisation du pouvoir, au cœur de la génération du baby-boom, qui a été déjà d'une taille et ensuite d'une cohérence interne inégalée, beaucoup plus cohérente que la mienne. Est-ce que ça n'annonce pas l'effondrement démographique du centre dans les années à venir? Selon toute vraisemblance, oui. Il faut toutefois préciser que ce centre est très différent de ce qu'a été le centre dans la tradition politique française, où c'était un centre, conservateur. Hein. Le nom initial du centre chez les polémistes politiques de la Restauration, c'était le ventre. C'était les ventrus. Ceux qui viennent à la gamelle. À la gamelle. Les opportunistes. Donc, là, on a un centre dynamique, un centre moderne, avant-gardiste, high-tech. Donc, il faut reconnaître à Macron d'avoir su redonner un coup de peinture jeune à quelque chose qui eût été effectivement une aventure générationnelle marquée par le vieillissement. Sur ça, d'où le livre de campagne Révolution. Non, pas moi. C'est un centre révolutionnaire qui l'eût cru. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire, le fait que le centre avalise la notion de rupture, d'inversement, de dynamique, de transgression, etc. Oui, ça montre disruption. Disruption. Vous avez raison. C'est le mot magique. Ça montre vraiment à quel point ce qu'on pourrait appeler le gauchisme culturel ou le progressisme a vraiment colonisé tous les esprits. C'est-à-dire que ceux qui sont censés être conservateurs sur le spectre politique usent du champ lexical de la Révolution. Oui, absolument, mais c'est la génération de 68.
politiquement parlant. Donc il n'y a pas de mystère là-dedans. C'est le langage de la génération de 68 qui a commencé dans la radicalité révolutionnaire pour devenir la génération libérale, libertaire, et elle continue jusqu'à un âge avancé, y compris chez un certain nombre d'éditorialistes éminents dont le langage, avec des nuances selon la palette des opinions, néanmoins, épouse cette modernisation nécessaire de la conservation. Bien sûr. Et vous dites aussi, vous donnez le surnom le ventre que vous mettez dans cet ouvrage, que je trouvais très drôle, qui s'explique, je pense, qui explique une dimension du centre, si tant est que le centre a vraiment une profondeur épaisse, qui est que, en l'absence justement de profondeur idéologique au long terme, déjà gauche et droite c'est assez flou comme ça, qu'est-ce qu'une trahison idéologique pour le centre ? Et dans la mesure où c'est difficile de dire qu'est-ce qu'une trahison idéologique pour le centre, ça ouvre la porte au ventre, purement l'appel de la gamelle, à l'opportunisme. Et un autre élément que vous donnez dans cet ouvrage, dans les surnoms amusants que j'ai notés, c'est le paradis des satisfaits. Où là, il y a une sorte de... On le voit avec les retraités, une complaisance dans le statu quo, quand bien même il s'appellerait révolution, qui permet de laisser glisser les choses et d'attendre que le bateau coule, mais au moins verticalement, sans se renverser d'un côté ou de l'autre. Lentement, déjà, raisonnablement. C'est ça. Vous parlez qu'on ait le temps de mettre les chaloupes à la mer. Bien sûr. On doit se sentir. Et cette synthèse Mitterrand-chiracienne dont on parlait au début, c'est finalement des géreurs de déclin. C'est comme ça qu'il faut les décrire, non ? Oui, je pense que d'ailleurs, Mitterrand est un personnage mystérieux, je ne sais pas, parce que lui aussi, en fait, avait une équation personnelle qui était une sorte de revanche sur un système politique où il avait souffert. Difficile à dire dans son cas, tellement son cas est singulier. D'accord. Une équation proprement subjective. Le cas de Chirac était vraiment celui d'un homme qui pense que, effectivement, ralentisseur de déclin est une fonction politique tout à fait noble, dans la bienveillance générale et la sympathie qu'il reflétait d'ailleurs humainement. C'était un homme très sympathique, mais qui considérait que la sympathie fait partie du métier politique et qu'il s'agit donc d'accompagner gentiment des Français sur la touche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Quand même, le but en politique, c'était une de ses formules favorites, c'est quand même d'être élu. Oui. Donc à partir de là, les gens veulent telle chose, eh ben, on les accompagne, même si on pense que ça peut avoir des effets fâcheux. Mais il faut être un ralentisseur d'évolutions fâcheuses. Oui, c'est ça. On ne peut pas les contrebalancer, mais on peut au moins faire en sorte qu'elles se passent dans la joie et la bonne humeur. Mais de ce point de vue-là, on pourrait dire que Emmanuel Macron, c'est Chirac sans les vaches. C'est Chirac high-tech et un peu américanisé aussi. Très américanisé. Et entre-temps, un autre facteur, mais qui va avec tous ceux qu'on vient d'évoquer, qui est intervenu, cette génération aura été celle de la communication politique. Et avec Macron, on peut dire qu'elle a trouvé son apothéose, parce que c'est le plus professionnel en termes de communication de tous les présidents que nous avons eus. Et il faut dire, par exemple, le contraste avec François Hollande, qui, bien que membre de cette génération, n'avait pas compris le film sur ce débat, est assez saisissant. Non, c'est sûr. Donc, la communication permet beaucoup de choses. Et elle permet un accompagnement wagnérien du centrisme le plus myope et le plus médiocre. Bien sûr. Et vous parlez beaucoup dans Comprendre le malheur français, volume 1 et 2, de la dépolitisation des Français, qui est profonde. Et est-ce qu'en soi, le en même temps macronien, qui a rempli, je m'étais amusé d'ailleurs à le compiler avec mon frère pour en faire ce qu'on appelle un mème, donc un montage photo humoristique, remplit l'intégralité du cadran politique. C'est-à-dire que en étant un peu taquin, il a fait l'éloge de Pétain en tant que soldat, évidemment. Il a dit « je suis maoïste », un bon plan, c'est un plan qui marche. Et on a tous les extrêmes. Et il a rempli le spectre politique. Est-ce que le préalable pour que ce « en même temps » soit une pilule digérable pour son électorat, ce n'est pas justement la dépolitisation massive des CSP+, qui est plus étonnante et plus récente sans doute? Oui, c'est en effet, là on a un changement radical au sommet de la vie de nos sociétés. La dépolitisation, c'est un phénomène très complexe qu'il faut surtout ne pas ramener bêtement
à simplement l'indifférence pour la politique ou l'abstention, le fait de vivre ailleurs. Ça existe, ça a toujours existé. D'ailleurs, une partie de nos sociétés n'a jamais été politisée. Il faut tenir compte de ce fait qui est assez opaque, mais qui est important. Mais là, il y a quelque chose de plus qui est un nouveau rapport à la politique. C'est-à-dire, eh bien, la politique m'intéresse dans la mesure où je me pose la question de savoir ce qu'elle peut me rapporter. À titre existentiel, c'est pas forcément de l'argent au sens direct, en termes de statut, de vie collective. Et je crois que c'est ça. Et en effet, le point clé de l'évolution d'ailleurs des démocraties occidentales, et pas que de la France, qui n'est qu'un cas particulier, très particulier vu l'histoire politique française, c'est la dépolitisation des élites dirigeantes. Elles dirigent, mais elles ne dirigent pas politiquement. C'est ça qui continue de diriger. Mais effectivement, elles ont fait passer avant ce qui était l'intérêt général, ou c'est une notion qui n'est plus bonne parce qu'elle a prêté à trop d'usages et trop de détournements, mais qui disait néanmoins, tout simplement, les exigences de la bonne vie de la totalité collective. Ça n'existe plus. Dans leur esprit, ça n'existe plus. Il y a ce sentiment que j'ai rencontré encore dans ma jeunesse, chez des gens qui pouvaient être de rang très modeste dans la société, des tout petits notables, mais le sentiment d'être en charge de la responsabilité de la vie collective. Ce sentiment n'existe plus dans les élites. Il est très marginal et les quelques-uns qui continuent d'être habités par ça sont très malheureux. Parce qu'ils voient bien qu'ils vivent dans un milieu où ils sont très isolés. Et ça, nous avons perdu une bourgeoisie cultivée et une élite politique. L'élite politique qui était d'ailleurs en partie liée dans le passé à la question stratégique. Il y avait un lien étroit entre les affaires de défense, la vision stratégique de la place du pays dans un jeu de force mouvant, et qui obligeait à prendre en compte l'ensemble des paramètres de l'existence collective, parce que dans une guerre moderne, ce n'est pas simplement un problème de l'armée. Bien sûr. Il faut avoir une industrie puissante. On s'en aperçoit aujourd'hui. Le lien entre les sujets. Ben oui, il y avait une cohérence obligatoire, qui était le raisonnement stratégique. Quelle place occupons-nous dans l'échiquier des puissances et quel jeu devons-nous jouer? Il y avait ce sentiment de responsabilité que le général de Gaulle a été le dernier exemplificateur magnifique, mais qui n'a pas su transmettre à ses successeurs le souci qui l'habitait. Il pensait en militaire, mais il pensait surtout en stratège, où la dimension collective était omniprésente dans son esprit. Les gens qui ont travaillé avec lui, j'ai eu la chance de pouvoir parler à quelques-uns, en témoignaient très bien. C'était une manière de raisonner qu'il imposait à tout le monde et qui fonctionnait. Cette dimension-là, à la fois culturelle et stratégique, a disparu de l'horizon des élites intellectuelles et politiques au profit d'une vision économiciste, court-termiste. Prochaines élections. Voilà, du fonctionnement collectif, avec une espèce d'incompréhension même de l'ambition démocratique. Où effectivement, ce sont des gens qui... je ne veux pas dire qu'ils sont hostiles à la démocratie, mais ils ont une vision extrêmement restrictive. La vision restrictive, c'est la liberté. Elle est respectée dans un pays démocratique. Bien sûr. Aucun problème à ce sujet. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas une fois qu'on a assuré les libertés publiques qu'on vit dans une démocratie qui ne peut pas se passer d'une tête. Et nos démocraties n'ont plus de tête. Emmanuel Todd va carrément, lui, il parle de nullocratie à propos des élites dirigeantes de nos pays. La formule est radicale, c'est son style que j'affectionne beaucoup. Elle est peut-être excessive, mais il y a quelque chose de vrai. Il y a un changement de tête du fonctionnement collectif qui est le phénomène politique majeur à mes yeux. Et les Français le ressentent parce qu'ils ont toujours eu la nostalgie, l'espérance, l'investissement sur cette fonction, cette haute idée du gouvernement politique de leur pays.
Oui. C'est un pays qui attend beaucoup des élites. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper vis-à-vis du phénomène populiste. Il faut l'appeler comme ça, en donnant un vrai sens au mot. Aujourd'hui, ce n'est pas un centre anti-élite. C'est une immense déception à l'égard des élites en place et l'espérance d'une autre élite. C'est très différent. Il y a une frustration du pays à l'égard de ces élites intellectuelles et politiques. Ce qui peut expliquer une sorte de gaullisme esthétique, que vous en parlez, qui est en fait la nostalgie de l'époque où les élites gouvernaient bien et donc qui se reporte sur la figure du général, en quelque sorte. La tête. Enfin, une tête. On en avait une. Mais si on en avait une. À propos de tête, moi, ce qui m'a frappé dans les commentaires politiques suite à l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron, c'est que déjà, une demi-heure avant, même les plus fins analystes n'y croyaient pas, le bruit courait, mais ce serait de la folie. Et dans les 24 à 48 heures qui suivent, il y a une espèce de syndrome de stress post-traumatique à la fois de la gauche et de la droite, qui sont tellement habitués à s'être fait avoir par Macron qu'au début, on cherche une sorte de génie caché. Et une fois que la poussière retombe, le consensus est devenu pourquoi a-t-il fait ça? Et on a été obligé de rentrer dans l'explication infrarationnelle, en psychologisant la décision. On a parlé de narcissisme, il y a eu des métaphores assez agressives d'enfants qui, privés de dessert, qui renversent la table. Vous, quel est le regard que vous portez sur cette dissolution? Il faut accorder à Macron d'être très intelligent, dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, il n'a pas pris une décision stupide. Il faut se demander quel est le cœur, quel est l'horizon de sa décision. À mes yeux, il faut raisonner à partir de 2027. Macron ne pense qu'à 2027. Je pense que c'est la clé de son comportement. Il ne veut pas être le président qui laissera l'Élysée à Marine Le Pen. Voilà son calcul fondamental. C'est en fonction de cette perspective qu'il raisonne, me semble-t-il. Je le constitue de l'extérieur, je n'ai pas ces confidences. Inutile de le dire, dit celle des cloportes qui, paraît-il... C'est ça, vous n'êtes pas un cloporte de l'Élysée. L'entoure pour le conseiller. D'ailleurs, il a pour ça une raison, c'est qu'il est très manifeste qu'il a une grande ambition européenne. C'est la suite. C'est un homme jeune qui raisonne en termes de carrière et je le vois mal, étant donné l'hubris qu'il habite, se contenter du rôle de conférencier mondain pour investisseurs dans le cadre du festival annuel des actionnaires des grandes sociétés. C'est pas son rôle. Il ne fera pas ça. Bon, à partir de là, quel est le scénario? Il est à peu près acquis pour lui, je crois, que si on laisse les choses se poursuivre à l'identique, il n'a pas le personnel, il n'a pas la majorité, il est sûr que le Rassemblement national l'emporte en 2027. Comment l'empêcher? Et après tout, son calcul peut se révéler pas si absurde. Deux scénarios possibles après la dissolution. Une victoire du RN, le scénario idéal pour lui, que les commentateurs n'ont pas compris, à mon étonnement, parce que c'est assez limpide. Le RN à l'Assemblée et à Matignon, et lui à l'Élysée en garant de la République française. Le scénario idéal, et avec même un peu de chance, il apparaît pour la suite comme le dompteur des Gaulois réfractaires, ce qui, aux yeux des autres Européens, lui donnerait un titre absolument éminent. S'il a réussi à dompter les Gaulois réfractaires, tout est possible. Bon. Ça, c'est le scénario idéal. Je pense que Macron spéculait sur la victoire du RN, qui, après tout, compte tenu des résultats des Européennes, n'était pas du tout un scénario absurde. On a vu, on reviendra éventuellement sur ce qui s'est passé, c'était tout à fait plausible. Deuxième scénario, une combinaison qui est en train de se concocter, on verra ce qu'il en est, parce que là, il y a quand même une part d'aléa. C'est sûr. Une combinaison, un contre-nature, un arrangement politique qui fait des Français de bons Allemands. Le rêve de nos élites depuis très longtemps. Enfin, on aura Marine Tondelier et Jean-Luc Mélenchon et Olivier Marleix dans le même bateau. Voilà ce qu'il nous faut. C'est Alain Minc,
connaîtrait un orgasme. Il n'en a jamais eu. Il n'était pas très content de la dissolution. Mais, ah, ben, parce que... Non, mais il a le droit de changer d'avis très souvent. C'est le privilège. Dans quelques mois, il trouvera peut-être cette dissolution un coup de génie, comme il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de France. Bon, rassurez-vous, le droit à l'oubli fait partie du code de bonne conduite dans cet univers. Et après tout, cette combinaison est aussi win-win pour lui. C'est-à-dire qu'il apparaît comme l'homme qui a réussi à nous sortir de ces conflits stériles. Il accomplit enfin le ni droite ni gauche, puisqu'il réunit la droite, la gauche, le centre, les écologistes, l'extrême gauche. Pourquoi pas Philippe Poutou au commerce extérieur? Après tout, il ne nuirait pas beaucoup. Je m'étais amusé à parler d'une coalition Édouard-Philippe Poutou. Oui, bon, on peut l'avoir. Et c'est ce qu'on dit, il radicalise le même geste de 2017 en réunissant encore plus de partis, encore plus de monde pour rester au-dessus de la ligne de flottaison. Il a constaté que son parti était peu consistant, et ben il va chercher ce qui reste des partis traditionnels, et il y arrive. Et je n'exclus pas qu'il y arrive. Qu'il y arrive et qu'il... Alors la question, c'est de trouver les personnes, et là, on va avoir quelques mois de gouvernement à la belge, où paraît-il d'ailleurs l'absence de gouvernement fait merveille, jamais on se porte mieux que quand il n'y a personne dans les ministères. Pourquoi pas? Moi je n'exclus pas du tout qu'il ait eu un calcul assez rationnel, contrairement à la dimension purement psychologique du mécontentement et du renversement de la table. Alors quand même, je vais donner quelques contre-arguments face à ce récit. Il semblerait des offs, mais c'est toujours difficile de savoir quelles offs sont voulues ou pas, qu'il ne s'attendait vraiment pas à une victoire du RN, que par-dessus ça, aux européennes, il pensait, ce qui montre qu'il y a une relation au sondage digne de François Asselineau, faire entre 20 et 22%, alors qu'aucun sondage ne lui a jamais mis dans une telle fourchette. Donc il a quand même eu une surprise et une déconnexion de la réalité électorale sur ce point a priori. Et par-dessus ça, ce qui est a priori attesté dans des offs et aussi dans ses déclarations à la suite de la dissolution, il ne s'attendait pas à voir la gauche s'unir aussi rapidement, en ordre de bataille en 24-48 heures, avec d'abord un accord, puis les circonscriptions qui sont arrivées quand même très vite à gauche, entre Mélenchon et les autres. Et enfin, dernier point, très objectivement, là où il s'est tiré une balle dans le pied, c'est qu'il s'est amputé de 82 sièges, au centre en tout cas. Il a perdu 82 députés, ce qui n'est pas rien. Est-ce que c'est pas de nature à remettre en cause partiellement le récit? Je ne peux pas croire que Macron soit stupide au point de croire qu'il aurait 22% aux élections européennes. Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il soit aussi naïf à l'égard de la gauche, parce qu'il la connaît bien. Il vient de chez François Hollande, n'oublions, un cuisinier de premier plan de Tambouille, qui a fait ses preuves dans les marmites du Parti socialiste. Donc, ça, c'est un sport olympique. Sûr. Et donc, tous ces arguments me paraissent relever d'une indigence intellectuelle chez Macron que je ne lui soupçonne pas. D'accord. Je ne crois pas. Je les écarte. Je n'ai aucune preuve, évidemment. Bien sûr. Nous sommes voués à la spéculation. Je dis ça notamment parce qu'en dehors même des offs, je crois que le mardi ou le mercredi après la dissolution, alors que la gauche était déjà plus ou moins unie, il leur disait je leur souhaite bon courage pour s'unir, on va voir, on va bien rigoler en gros dans leur tentative de faire l'unité. Et est-ce que là-dessus, ça me permet de parler je ne peux pas croire qu'il sous-estime le cynisme de la gauche à ce point. Il les prendrait pour honnêtes. Non, c'est pas possible. Et là-dessus, ça fait la transition avec la gauche. Quand un député de gauche veut sauver son siège, il est prêt à beaucoup de choses. Il est prêt au saut de l'ange sans limite, au saut à l'élastique sans élastique. Et est-ce que, pour essayer de comprendre la façon dont la gauche s'est comportée ces dernières semaines, outre la question de sauver son siège, il y a quand même, me semble-t-il, la question de l'ennemi commun, de l'unité négative, du faire barrage, qui a progressivement, me semble-t-il, mais je vous laisserai répondre, pris une ampleur idéologique au sein de la gauche croissante ces dernières décennies, où il y avait toujours eu, vous en parlez dans cet ouvrage La droite et la gauche, Histoire et Destin, une sorte de péché mignon qui était de se définir en contre, et de bien aimer se mobiliser et s'unir en contre. Mais quand même, là, ce qui a surpris un certain nombre de commentateurs, peut-être pas Macron, c'est l'idée que Mélenchon, malgré ses outrances, malgré ses provocations clientélistes, disons,
n'a pas été assez repoussant, un repoussoir assez fort, pour ne pas s'allier avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi commun, une unité négative, un ressentiment partagé, un barrage à faire ensemble qui a été manifestement suffisant pour jeter à l'eau la laïcité, le rationalisme, l'universalisme, tous les grands ismes qui, a priori, structuraient l'idéologie de la gauche depuis des décennies, voire des siècles. Mais qu'est-ce qui reste de tous ces grands items? Il ne reste rien d'autre à la gauche que son ennemi. Elle ne se définit plus que par ça. Parce qu'encore une fois, sur le plan du fond idéologique, entre Mélenchon et Macron, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Ensuite, il y a après le problème économique. Bien sûr. Mais sur le plan sociétal, sur le plan des valeurs, sur le plan idéologique, sur le plan du progressisme, il ne reste que le progressisme à la gauche. La gauche, c'est la redistribution radicale, au nom de la morale. C'est ça, aujourd'hui. Bon, alors effectivement, il y a une droite qui dit « Oula, mais ça coûte cher », et qui introduit le principe de réalité, ça fait un vrai clivage. Bon, donc ce clivage est très fort. Mais idéologiquement, il est très faible. Le clivage, ce progressisme a englouti ce qui restait de la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? En pratique, où est la laïcité à gauche? Elle est réservée à une toute petite frange. Parce que l'accueil de l'autre est devenu la valeur primordiale. Et de ce point de vue-là, l'indifférentisme à la question de la laïcité est aujourd'hui acquise dans la gauche majoritaire. Je crois qu'on sous-estime la déperdition idéologique de la gauche, à laquelle il ne reste que l'hystérie de la redistribution. Hein, le transport gratuit pour tout le monde. La taxe à 95%. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même, comme l'argent décocher les riches, il faut aller le chercher là où il est. Bon, il n'y a plus d'idéologie à gauche, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de conscience, mais il y a un ennemi providentiel. Sans cet ennemi, que devient... Ça refait l'unité perdue. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'ai travaillé sur la question du wokisme, qui est très récente en France, j'ai commencé par le petit bout de la lorgnette de l'immédiat. À quoi ressemble cette idéologie récente? Et je suis remonté en arrière dans le temps, et j'ai vu que cette unité négative et cet ennemi commun qui sert de ciment remontait assez loin, mais c'était quand même accéléré et radicalisé. Et vous avez publié en 1980 un article qui s'appelle « Les droits de l'homme ne sont pas une politique » dans la revue Le Débat, dans lequel vous annoncez que avec un effondrement possible de l'URSS, parler des droits de l'homme à tout bout de champ permettait de masquer l'absence de vision d'une alternative. Et il y avait déjà dans cet article une critique de cette fascination pour la dissidence un peu à gauche, se définir en contre, en anti, qui aujourd'hui s'est radicalisé via l'antiracisme notamment. Et il me semble que le fait de se définir en contre, qui est très profondément structuré à gauche, fait que vous serez sans cesse tenté de faire revivre le cadavre de votre ennemi afin de mieux revivre soi-même. C'est-à-dire que si votre existence dépend d'un ennemi, le jour où le fascisme ou la bête immonde commence à se retirer de la scène et à disparaître, il faut sortir le défibrillateur conceptuel et le faire revenir à la vie. Et je trouve que ces dernières semaines ont été très éclairantes là-dessus sur le mécanisme profond de la gauche. Oui, je pense que c'est en effet l'identifiant qui demeure, qui a un avantage en plus considérable par rapport à l'équation démographique dont nous parlions, c'est qu'il unifie des générations anciennes qui ont connu comme une expérience traumatique, soit encore la Deuxième Guerre mondiale, soit ses séquelles immédiates, hein, parce que il y a eu, les totalitarismes ont laissé longtemps une ombre épaisse sur l'Europe et sur la conscience de beaucoup de gens. Et des plus jeunes pour lesquels on a fait du totalitarisme, c'est le dévoiement d'ailleurs de l'antitotalitarisme, une espèce de cause morale irréelle, puisque là-dedans les totalitarismes réels disparaissent au profit du mal absolu. Ça joint, c'est quelque chose de puissant parce que ça s'est reconstitué comme un ciment intergénérationnel. Et sur ce point, j'ai découvert grâce à vous, parce que vous l'avez post-facé et réédité dernièrement, Voyage au centre du malaise français, oui c'est bien ça, de Paul Yonnet,
qui, lui, en 93, je crois, a écrit un ouvrage qui avait fait polémique, comme disent les journalistes à l'époque, vivement, en critiquant SOS Racisme et en disant plein de choses qu'on entend aujourd'hui sur l'antiracisme contemporain, sauf qu'il le disait déjà dans les années 90, qui était de dire, en réalité, nous ne sommes pas là face à une neutralisation de la question raciale, à on dirait colorblind dans le langage contemporain américanisé, mais à une volonté de rééquilibrage, entre guillemets, où on re-racialise les anciens bourreaux et les anciennes victimes, sauf que pour les premiers négativement et pour les seconds positivement. Et ce qui s'est passé, me semble-t-il, ce qui revient à cette dynamique de se positionner en contre, c'est que face à la disparition en large partie du racisme de la part des autochtones, à défaut de trouver un meilleur terme, on a été obligé d'élargir la définition du racisme pour faire en sorte que le racisme existe encore. C'est-à-dire que avant c'était un acte individuel, donc là je pouvais vous dire Patrick à 22h à tel endroit a commis un acte raciste, et lorsqu'on n'a plus ça, ça devient un système. Là c'est pratique. Systémique. Et il me semble que le verre était un peu dans le fruit, parce que donc on se définit en contre, et quand on a besoin du racisme pour avoir une existence morale, il faut sans cesse élargir la définition. Et je trouve que Yonnet avait anticipé cette dynamique-là à gauche. Tout à fait. Mais vous savez, le phénomène le plus fascinant, c'est l'inertie de ce cadre problématique. Pour me citer, j'ai écrit en 1990, 34 ans. Il y a 34 ans, un article qui à l'époque avait fait un peu de bruit, qui s'appelait « Les mauvaises surprises d'une oubliée, la lutte de classe » et qui était déjà consacré à l'analyse de la montée de ce qui s'appelait à l'époque le Front National, en expliquant que ça répondait à des causes profondes, et que tant qu'on n'examinerait pas ces causes profondes, il continuerait de monter. À l'époque, non seulement ça n'a fait aucun scandale, mais ça m'a valu même d'être auditionné très sérieusement par les organes dirigeants du Parti socialiste qui s'interrogeaient. Et c'était autorisé encore. Le livre de 90. En 93, Yonnet, en revanche, fatwa, infréquentable, on ne peut plus parler de ça. Ils ont hésité, on peut dire que la gauche officielle a hésité entre, on était sous Mitterrand, prendre le taureau par les cornes. Michel Rocard a fait des déclarations à l'époque, il était Premier ministre, que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, etc., qui suscitait quelques émotions, mais périphériques. Et puis, eh bien oui, le chape de plomb est retombé là-dessus. On n'a qu'à y perdre et on a tout à gagner. Ouais. Donc, continuons à cultiver cet ennemi providentiel qui nous rassemble sans qu'on ait à faire trop d'efforts pour se prendre la tête à traiter des questions trop compliquées pour nous. Voilà. Et je crois que depuis 34 ans, c'est de monter. Les éléments sont en place qui expliquent toute la situation actuelle. Il y a une tectonique profonde qui joue depuis lors, qui était déjà très déchiffrable. Je n'avais pas du tout le sentiment de faire une performance intellectuelle en allant déterrer un secret. Bien sûr. Non, pas du tout. C'était pour tous les gens à peu près sensés, j'ai eu beaucoup d'occasions d'en parler à l'époque, un constat d'évidence. 34 ans après, la découverte de cet ennemi providentiel a prospéré, alors au point où ça devient effectivement un problème sérieux, je veux dire, du point de vue de l'hégémonie politique. Mais ce qui est étonnant et qui dit quelque chose du climat profond de ce pays, ce que j'appelle le malheur français, c'est précisément la disparition d'une classe politique, d'une classe sociale cultivée, stratégique, capable de prendre en charge ce problème. Les problèmes de pays, en fait. Oui. Et on parlait d'une vraie élite aussi, capable de faire le lien entre les sujets, de penser au long terme. De penser aussi paix civile, de penser pacification de la société. Et autre chose qu'un ennemi commun, voilà. Un bouc émissaire, en fait. Oui. C'est une politique du bouc émissaire. Oui. Et ce que je trouve passionnant, c'est que l'intersectionnalité, donc qui a été théorisée en 89, date charnière, on pourrait y revenir, sous ses attraits d'innovation, de radicalité conceptuelle, c'est en fait
la plus vieille forme d'unité du monde, la forme archaïque du bouc émissaire. Ouais. On a un ennemi commun, Donc, qui est l'homme blanc, hétérosexuel, patriarcal, etc. Et donc, ça permet de masquer la fragmentation en interne. Et il y a même un rapport dialectique entre les deux, à la fois dans le wokisme, qui est l'écume de la vague, et le gauchisme culturel au sens plus large, qui est la vague elle-même, qui est plus on est fragmenté et en désaccord, et plus on se plante des couteaux dans le dos, plus il va rapidement falloir trouver un ennemi commun. Donc un jour, c'est Gérard Depardieu sur Twitter. Le lendemain, c'est le racisme systémique. C'est plus pratique d'être abstrait, parce que abstrait, l'ennemi ne mourra pas. C'est comme l'extrême droite. Exactement. C'est quoi? C'est exactement. Alors que si on cible une personne, le jour où elle meurt, on ne sert plus à rien. On est un pompier dans le désert. Alors que quand on bat contre un isme ou un système, là, on a toujours quelque chose à faire. Et là-dessus, je pense que la date de 1989 est assez charnière à plusieurs niveaux, symboliquement. Déjà, c'est le moment où Kimberlé Crenshaw théorise l'intersectionnalité. Elle récidive en 91, mais elle a un premier article en 89. C'est évidemment la chute du mur du Berlin. Et le texte, d'abord l'article, la fin de l'histoire de Fukuyama, qui lui aussi récidive en 91 avec un ouvrage. Et c'est également l'affaire du foulard de Creil, où là, il y a un clivage au sein de la gauche sur est-ce que d'abord, on défend nos principes, nos affirmations communes, laïcité, universalisme, rationalisme, féminisme, même à certains égards, ou est-ce que d'abord, c'est ne pas faire le jeu d'eux? Est-ce que c'est d'abord ne pas avoir un ennemi commun? Donc on a l'idée de la fin de l'histoire qui est en train de naître. Il y a déjà la critique woke ou intersectionnelle radicale qui arrive en arrière-plan et qui se prépare à la remplacer. Et il y a déjà le clivage à gauche sur la question de l'islam. Sommes-nous d'abord pour quelque chose ou sommes-nous d'abord contre un ennemi commun, donc le Front National? Et donc on ne parlera pas du foulard de Creil en s'y opposant fermement. Mais il faut ajouter à votre diagnostic, qui me semble très juste, que la fin de l'Union soviétique, contrairement à tout ce qu'on a cru sur l'instant, la social-démocratie a enfin un boulevard devant elle, parce que c'est fini de ces révolutionnaires à la noix qui empêchent le camp de la réforme de progresser raisonnablement dans le cadre des démocraties. Eh bien, en réalité, la fin de l'Union soviétique, c'est aussi la fin de la social-démocratie. C'est-à-dire, non pas, effectivement, la social-démocratie n'a jamais été un parti menaçant pour les libertés publiques, mais le modèle de société collectiviste, mais collectiviste démocratique qu'elle défendait, s'est tout autant écroulé que le modèle collectiviste hard, étatiste de l'économie planifiée soviétique. En fait, en 1900, avec l'effondrement de l'Union soviétique, c'est toute l'idée de l'économie sur laquelle se fondait la gauche, tant révolutionnaire que réformiste, qui s'est écroulée. D'où le besoin de remplacer un horizon positif vers lequel on doit tendre. Une affirmation commune Une affirmation commune, en plus une théorie de l'histoire. Une pensée très forte de la direction générale des sociétés, au nom de la science de l'histoire, des notions qui, pour votre génération, ne signifient plus rien, mais qui en ont fait rêver, qui ont suscité des bibliothèques entières. N'oublions pas ça. Intellectuellement, la défaite de l'Union soviétique, sa désagrégation interne, a signifié aussi la perte pour la gauche de tout modèle de société alternative, fût-elle démocratique, encore une fois, qui était son centre de gravité et son identité très forte. Rationalité, nous avons la science de l'histoire pour nous, progrès, priorité au collectif. Dans la foulée, la gauche a pu se convertir à l'individualisme le plus radical, mais c'est l'individualisme par l'état social. C'est ça la différence avec la gauche. La droite, c'est l'individu tout seul, et la gauche, c'est l'individu avec la sécurité sociale. Ce qui change beaucoup de choses. L'individu avec les subventions, voilà. Sans. Finalement, on est passé en 89, avec la chute du mur de Berlin, on est passé dans un autre univers intellectuel. C'est ce que d'ailleurs Fukuyama a senti à sa façon. Il l'exprime d'une manière qu'on peut contester, qui est naïve en fait, mais parce que son maniement de la philosophie hegelienne n'est peut-être pas absolument au point, mais c'est pas grave. L'important, il a senti le phénomène qui s'est bel et bien passé. C'est une défaite de la gauche, 1989, qu'elle n'a absolument pas assumée, mais qui lui a conduite à chercher une autre voie. Et donc, à l'époque, ce qui passait pour extrêmement improbable, c'était la jonction du gauchisme culturel
et de la social-démocratie pépère. C'était des gens qui ne se parlaient pas, qui s'ignoraient d'ailleurs, les uns les méprisant totalement et les autres les regardant comme quantité négligeable, mais ils ont fusionné. Oui. C'est ça notre histoire politique des 40 dernières années. Et ce qui m'a frappé dans votre article de 1980 sur les droits de l'homme ne font pas une politique, c'est que c'est un article qui a été rédigé 18 ans avant ma naissance, et vous dites qu'il y a une sorte de revival ou de retour de la notion de droit. Moi, je n'ai que connu la rhétorique des droits, je n'ai pas connu le monde d'avant. Et donc quand vous dites que c'était pas forcément à la mode, ou en tout cas que c'était en train de revenir à la mode à ce moment-là, moi ça m'a étonné. Ben oui, mais je vous assure que le b.a.-ba d'un cours de sociologie première année dans toutes les universités du monde, pas françaises, c'était les individus, ça n'existe pas, les droits. C'est une histoire bourgeoise. Les marxistes critiquaient la neutralité du droit comme une bêtise. Une stupidité complète, masque de la domination. Absolument. Ce qui existe, c'est les masses. Les masses. Qui font l'histoire. C'était l'article 1. C'est l'idée de société se construisait contre l'idée d'individu. C'était l'article 1 de tout enseignement sociologique. Et d'un coup sec, en quelques années, les gens ne se rappelaient même plus qu'ils avaient pu dire ça dans leur jeunesse, si vous voulez. Donc ça, c'est les années 80. C'est les années 80. Alors, et là-dessus, vous parlez notamment dans le premier volume du Comprendre le malheur français, justement, de Mitterrand, en disant que Mitterrand est celui qui effectue cette conversion, parfois on dit gauche sociale à gauche sociétale, etc. Et que la façon, et là-dessus, il y a un parallèle à faire avec François Hollande, la façon qu'il a eu de faire passer cette pilule et de la masquer, c'est d'abord en faisant monter, avec des documents attestés là-dessus, le Front National et en mettant en scène cet ennemi commun. Et ensuite, le symbole, le marqueur de gauche, comme on dit, qui est l'abolition de la peine de mort. Et François Hollande a eu un peu la même chose à faire avec, d'un côté, une campagne « Mon ennemi, c'est la finance », et ensuite, le mariage homosexuel, histoire de montrer, regardez, il y a un marqueur de gauche, on est bien de gauche, etc. Ce qui montre la façon dont, pour paraphraser Peggy, à gauche, tout a commencé en social et tout a terminé en sociétal, où on est passé de l'un à l'autre, mais pour masquer ce glissement qui a pu être vécu par une part des électeurs comme une trahison, il a fallu agiter un grand totem de gauche pour attirer, tel un magicien, l'attention du public sur autre chose. Il faut donner quitus à Mitterrand d'une sorte de génie que je ne m'explique pas d'ailleurs. C'est vrai. De renifler avec une subtilité incomparable l'air du temps. L'air du temps. C'est extraordinaire parce que je peux vous dire, pour avoir vécu la chose que de près, que cette question d'abolition de la peine de mort, à l'époque, était un débat ouvert. Et il est ouvert depuis le 19e siècle, Victor Hugo. Mais c'était un débat, c'est-à-dire qu'il était parfaitement licite, et dans les facultés de droit en particulier, mais ailleurs, philosophiquement. Il y a un livre célèbre de Koestler à Albert Camus, au sortir de la guerre, sur le problème de la peine de mort. C'était un sujet dont on débattait. Je pense d'ailleurs, personnellement, que la question n'est pas décidable ultimement. C'est une aporie. C'est trop métaphysique. Bon, mais peu importe. La discussion était tout à fait ouverte et personne n'avait l'idée de se scandaliser qu'on soit partisan de la peine de mort. En quelques années, mais en 2-3 ans, l'abolition de la peine de mort par François Mitterrand est devenue un symbole mondial de la séparation entre les démocrates et les totalitaires, les ennemis du peuple. Il s'est formé un véritable tabou. Et l'idée même qu'on puisse discuter du bien fondé ou non de la peine de mort aujourd'hui est inimaginable. Et c'est fait à une vitesse stupéfiante. Et de fait, aujourd'hui, un des critères clés d'une constitution démocratique dans le monde, c'est l'abolition de la peine de mort. Incroyable. C'est un phénomène mentalitaire prodigieux et il faut donner quitus à Mitterrand, encore une fois, d'avoir su discerner ce genre d'évolution. Je ne sais pas comment il faisait, parce que par ailleurs, ce n'était pas un homme qui plongeait dans la vie intellectuelle. Non, c'était un politicien très traditionnel, en fait, mais il avait un flair politique extraordinaire sur les évolutions profondes de la société. Et comment se rescaper de la Troisième République, de la Quatrième République, de la politique la plus véreuse, disons, des arrangements, a pu devenir une icône de la jeunesse
C'est impressionnant. Est impressionnant. Ça, c'est du point de vue du talent politique, il y a quelque chose là qu'il faut reconnaître. Même de faire oublier un peu sa Seconde Guerre mondiale à lui, en Sa partie. Seconde Guerre mondiale, mais ça ne compte pas. Oui. Et ses aventures sous la 4e République qui n'ont rien de très glorieux. Bien sûr. Et oui, c'est vrai que c'est assez frappant. et à propos de... Parce que là, vous dites non seulement le consensus s'est fait en 3 ans, oui. mais au niveau mondial. Au niveau mondial, en plus. C'est ça qui est... C'est pas simplement un phénomène franco-français qui se produirait à Saint-Germain-des-Prés. C'est vraiment... il a capté une sensibilité qui a redéfini les démocraties. Et c'est là où quelque chose que je trouve très intéressant dans votre ouvrage sur le clivage gauche-droite, c'est que vous montrez déjà qu'il s'est formé en France et qu'ensuite il a été exporté au monde entier. Donc déjà c'était la France et les idées qui... Enfin c'est la France qui rythmait les idées mondiales, on va dire, ou occidentales à minima. Vous dites qu'il y a une période de, je crois, 1849 à 1914, dans laquelle on ne dit pas vraiment gauche et droite, on dit blanc et rouge. Oui. Comment se fait-il qu'on n'ait pas gardé, même si la couleur rouge est encore marquée politiquement aujourd'hui, comment se fait-il qu'on n'ait pas gardé blanc et rouge et qu'on soit revenu à gauche-droite? Alors là, c'est une alchimie politicienne assez complexe en fait qui explique ça. C'est que gauche et droite ont finalement gagné après cette éclipse, parce qu'au départ, gauche et droite, c'est des notions purement parlementaires. Géographique. En fait. Oui, voilà. Les gens se répartissent par bloc dans un hémicycle. Hein. Si on est en Angleterre, on ne peut pas être... Ça a été compliqué pour eux d'ailleurs, parce que c'est le face-à-face du gouvernement et de l'opposition. Oui. Bon. Nous avons un arc de cercle qui permet des répartitions subtiles, hein, où l'occupation des places... à la fois en latéral et en vertical est très importante. Et donc, il y a un art des assemblées qui va produire cette cristallisation, mais c'est quelque chose qui n'intéresse, dans lequel les gens ne se projettent pas. Ils ont des députés, et en gros, c'est la division gouvernement-opposition qui prime dans l'esprit des citoyens. Mais ce qui se passe par la suite, c'est le besoin de fédérer des camps très éclatés. Et c'est ça qui va donner à la droite et à la gauche son avantage déterminant sur le plan sémantique. Parce qu'il n'y a pas une gauche, il n'y a pas une droite. En pratique, il y en a plusieurs. Et mettons sous la Troisième République, pour simplifier à l'extrême, parce que le jeu des partis est assez complexe à l'époque. Encore aujourd'hui. Oui, il y a une droite républicaine, mais il y a une droite monarchiste. Oui. Eh bien, comment on fait pour remettre tout ça ensemble? Et puis il y a une gauche socialiste, et puis il y a une gauche républicaine tout à fait modérée. Eh bien, il y a même une gauche conservatrice dans les assemblées. Donc là, les étiquettes prennent un sens, parce que, in fine, néanmoins, on est d'accord. Il y a un bloc de droite, un bloc de gauche, et puis il y a un centre qui est très important dans le jeu, parce que c'est lui qui permet justement de fixer les extrêmes et les modérés. Et c'est cette géographie-là qui va achever de s'imposer avec les idéologies totalitaires. Hein, quand vous avez des totalitaires à droite et à gauche, eh ben, ça fiche bien le débat. Ça fixe les identités et ça crée un rapport à la représentation politique complètement différent de celui qui prévalait auparavant, qui était très distant. Il y a les députés, puis il y a nous. Il y a le peuple électoral, et puis les gens qui le représentent. Et là, il y a une fusion qui se fait des identités, et il y a une incorporation très tardive, en fait, du point de vue des identités personnelles de la droite et de la gauche. Et c'est à ce moment-là, c'est au XXe siècle, en fait, que tout ça devient quelque chose qui définit non seulement un jeu politique, mais des identités personnelles très enracinées, et en particulier l'identité de gauche, hein, c'est-à-dire qui est aujourd'hui devenue un titre de noblesse. Être de gauche, ce n'est pas une opinion politique, c'est une qualification morale et en quelque sorte une aristocratie démocratique. Vous remarquez que le clivage gauche-droite est adhéré, est apprécié par la gauche sur le plan de l'enthousiasme et de la chaleur et un clivage moral, et de la droite un peu péniblement entraînant des pieds
par analyse froide en disant oui de fait. Et il y a la fameuse phrase de Alain, je crois, qui dit celui qui pose la question de savoir si le clivage gauche-droite a une pertinence, je sais que cet homme n'est pas de droite, enfin n'est pas de gauche. N'est pas de gauche. Ben voilà. Donc ça oui, c'est une. Mais comme vous voyez, d'emblée, la gauche se définit par opposition. Oui. Et là, parce qu'elle existe, parce qu'elle a des ennemis. Oui. Donc alors, il y a une géométrie variable. Oui, c'est vrai. La droite, aujourd'hui, ne fait plus peur. C'est épouvantable, donc il faut inventer une extrême droite, sinon... Sinon, on n'a plus rien à faire. Voilà. Et sur ça, là où votre hypothèse m'a frappé, et là où blanc et rouge n'aurait pas pu marcher, c'est que vous dites que toute communauté politique aime bien s'identifier à un corps. Et la métaphore corporelle est quand même assez structurante. Je pense que ça reste très fort. Et sauf que nous, dans la modernité qui fout un peu le bordel, pour dire comme ça, qui déstructure les identités traditionnelles, le besoin de se projeter dans le temps devient profond. Et nous, contrairement à des communautés traditionnelles, on s'identifie toujours à un corps avec la main gauche, la main droite, la jambe gauche, la jambe droite. Mais désormais, c'est une division partagée, pas une unité partagée. On a un clivage en commun, on a une séparation qui nous rassemble. Et vous expliquez que c'est profondément structurant dans notre rapport à la politique. D'où, je pense que ça reste vrai, que c'est devenu... La gauche et la droite sont devenues des catégories anthropologiques, plus encore que politiques. Des manières de se situer dans l'espace social et de l'intérioriser d'une certaine manière, de se projeter dans une collectivité qu'on est obligé de penser sous le signe de son unité. Ben, nous votons ensemble, mais nous nous divisons. Donc il faut à la fois tenir l'unité de l'ensemble et la division profonde, et avec les phénomènes de dissociation, de répulsion même, qui peuvent s'induire à l'intérieur de cette unité. Et ce qui va dans le sens de la métaphore géographique, c'est qu'on voit les gens dire, lorsque quelqu'un parle dans l'espace public et qu'ils ne le connaissent pas bien, qu'ils essaient de le situer. Et c'est vraiment ça, c'est où est-ce que je le situe sur le spectre. Et ce qui va tout à fait dans votre sens également, c'est que lorsqu'on cherche à rassurer sur son positionnement, là aussi le terme est géographique, dans l'espace public, les gens sont très soulagés de vous voir critiquer quelque chose plus à droite que vous. Parce que d'un seul coup, ça aide à vous situer et ils savent que vous n'êtes pas trop à droite, en tout cas qu'il y a une limite quelque part sur le spectre. Bien sûr. Et de toute façon, c'est une analyse qu'on peut faire de plus en plus, c'est que les gens distinguent bien le champ dans l'intérieur duquel ils se situent et la relativité de leur position. Ils ont une distance qui est devenue, qui participe de la pacification démocratique, si vous voulez. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, mettons dans un pays comme la France, les passions, disons, anticapitalistes d'un côté, anticommunistes de l'autre, étaient encore très virulentes. Hein. La première 5e République que j'ai connue, où j'ai grandi, c'était encore inflammé quand on s'opposait entre anticommunistes et antifascistes. Il y avait vraiment une sorte de flamme que la gauche essaye désespérément de réactiver parce que c'est tout ce qui lui reste. Vous pourriez réactiver la flamme du Front National. Hein. Oui, en quelque sorte. Et lorsqu'il change de logo, c'est un monde qui s'écroule. Évidemment. Et ce qui est amusant, c'est que c'est une métaphore géographique qui est vraiment omniprésente. Je me rends compte maintenant en parlant à haute voix, mais on parle d'espace politique. Y a-t-il un espace entre tel ou tel endroit? On pourrait parler quasiment de kilomètres idéologiques qui nous séparent entre telle prise de position, tel homme politique, et on est tous obsédés par cette notion de géographie électorale, de positionnement, alors qu'en réalité, lorsqu'on parle en isme, certains prennent une partie d'un isme d'ici, un peu de socialisme. Leszek Kolakowski disait libéral, conservateur et socialiste. Sur le spectre, ça devient compliqué. Oui, non, mais bien sûr. Mais l'intérêt, c'est que quand on est de gauche ou de droite, néanmoins, implicitement, on admet que la gauche ne va pas sans une droite et on admet que la droite ne va pas sans une gauche. Donc, finalement, il y a quelque chose à la fois de répulsif et de réconciliateur dans le jeu. Parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Oui. Et si on était tout seul, ce serait la mort. Donc il y a quelque chose de très, en même temps, de reconnaissance de l'obligation d'avoir un adversaire pour exister, ce qui
et le lot de la condition politique. Oui, une sorte d'équilibre de compétition et de Ouais, coopération. oui. On est ensemble contre l'équipe d'en face et à la fois ensemble et contre. Et alors, on a beaucoup parlé du tableau idéologique du centre. Donc, on a dit le ventre pour l'opportunisme politique en l'absence d'idéologie structurante et le paradis satisfait pour l'électorat et le statu quo, disons. On a parlé de la gauche et de l'effondrement idéologique de la gauche qui n'a plus qu'un ennemi commun. Face à ce tableau, on aurait pu se dire que la droite n'avait qu'à ouvrir la marmite pour que tout vienne s'y engouffrer et récupère les fruits politiques de ça. Pour autant, aujourd'hui, on a des deux partis de droite principaux, si on peut les appeler ainsi, les Républicains qui ont cessé de réfléchir. J'en parlais avec, par exemple, Dominique Régnier, qui, lui, en fait son combat d'essayer de les faire lire, et un combat courageux, mais difficile à accomplir. Il me raconte qu'il parfois, il leur résume à l'oral. Disons carrément désespéré. Désespéré, c'est sisyphéen. Et de l'autre côté, le Rassemblement national, qui idéologiquement est assez difficile quand même à cerner en termes de figure. C'est-à-dire que pense Jordan Bardella aujourd'hui? Moi, je vois deux convictions. Au même titre que Macron, en dehors du en même temps, on peut mettre le progressisme et l'européisme, peut-être. Oui. Du côté de Bardella, c'est le patriotisme et l'anti-immigrationnisme. En dehors de ça, il y a un flou idéologique à droite, profond. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, il s'est produit... Le séisme des identités politiques n'a pas concerné que la gauche. D'abord, la disparition de l'Union soviétique a été un coup très dur pour la droite aussi. Ne l'oublions pas. L'ennemi commun disparaissait. Et oui, parce qu'il y avait quand même quelque chose de rassurant, qui est que tout le monde était globalement d'accord. C'était l'argument ultime qu'on n'avait pas envie de créer l'Union soviétique en France. Bon, je crois que là-dessus, ils s'entendaient bien. Oui, il y avait un consensus assez large, même s'il était inavoué. Disparition d'un ennemi clairement identifiable, ça veut dire beaucoup pour un parti politique, et évolution du monde là-dessus. En gros, quel est le changement majeur des 50 dernières années? La mondialisation. La mondialisation, c'est la libéralisation des économies dans un espace politique ouvert, qui change complètement le jeu de définition des politiques à l'intérieur de chacune des nations. Quand vous aviez une priorité du cadre national, quelles que soient ensuite les options qu'on pouvait développer à l'intérieur, si je puis dire, la droite avait une alliance naturelle entre les conservateurs, attachés au principe d'ordre et de patriotisme, disons l'intérêt national. Pour eux, l'intérêt général, c'était l'intérêt national, et les libéraux. Les libéraux, parce que pour un patriote raisonnable, sans aucun extrémisme, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit, il y avait le besoin d'une économie forte. Le gaullisme, équation parfaite. Priorité à la politique étrangère, à la vision grandeur de la France, dans le monde, etc. Mais bien sûr, modernisation économique, parce qu'on a besoin d'une économie forte si on veut compter dans le concert des nations. Donc, ça ne posait... Et qu'est-ce qui permet d'assurer une économie dynamique et puissante? Un fonctionnement libéral. Là-dessus, l'équation soviétique avait déjà fonctionné. Une économie planifiée ne marche pas. Bon. Finalement, même Deng Xiaoping s'en est aperçu avec les quelques suites importantes. Donc, il y a un consensus qui se fait petit à petit là-dessus. Donc, on s'accorde, alors il y a des tensions. Hein, sous le gaullisme, on l'a oublié, mais il y avait de forts tirages entre les libéraux et les conservateurs. Il y avait qui va donner l'UDF par la suite, sous Giscard, la force qui porte Giscard d'Estaing, qui était plutôt un libéral, même s'il s'inscrivait dans l'espace du gaullisme. La mondialisation a défait l'alliance entre libéraux et conservateurs. Et vous dites dans le premier volume de Comprendre le malheur français que ce mariage entre libéraux et conservateurs, son divorce a été prononcé d'abord en quelque sorte par les libéraux, dans la mesure où ils ont arrêté de voir les limites de la nation
comme le cadre dans lequel il devait s'inscrire. Désormais, c'est l'internationalisme qui partageait avec la gauche. Ouais, et donc les conservateurs ont été largués en quelque sorte en disant nous, on voulait rester sur Terre, on voulait rester en France, et vous êtes allé au niveau international. Et l'autre rupture que vous notez, qui là aussi est le fruit des libéraux et pas des conservateurs, disons, c'est 68. Où là... le progressisme sociétal. Voilà. L'émancipation des femmes, toutes les valeurs égalitaires, etc. Tocquevillienne un peu. Chez les libéraux, ça pose aucun problème particulier. Non. Ils ont mis un petit temps à s'y faire, mais ça a été l'adoption s'est radicalement dessinée. Et Giscard d'Estaing a été en France parfait de ce point de vue-là. Il a été l'homme de cette mise à niveau des libéraux culturellement parlant. Après le petit choc, parce que vivait dans un cadre un peu différent quand même. Et du coup, il y a une impossibilité de fédérer réellement une droite alliant les deux sensibilités à l'intérieur de laquelle elle se définit, contre la gauche, le patriotisme contre l'internationalisme, on simplifiera à l'extrême, et le libéralisme contre le collectivisme, qui étaient les deux axes. Cette alliance n'est plus possible. Et du coup, les libéraux, sociétalisme aidant, ont dérivé vers la gauche, et les conservateurs se sont retrouvés, construction européenne aidant, disqualification du cadre national, ne serait-ce que par des phénomènes comme les phénomènes migratoires, aidant, rejetés vers une droite plus radicale. Alors que, si je puis dire, l'abri national leur évitait de se poser des questions sur ce plan. Oui. Mais quand l'existence même légitime des nations vient en question dans les flux de la mondialisation, il y a évidemment un raidissement du sentiment conservateur d'attachement à la nation. Et ça donne... avec tous les phénomènes qui accompagnent les migrations, l'insécurité, le désordre des territoires, disloqués par les délocalisations, la désindustrialisation, ça donne un passage de la droite conservatrice vers l'extrême droite positionnelle. Bien sûr. Absolument. Alors on arrête, je crois que c'est même pas la peine de discuter avec cette assimilation de l'extrême droite positionnelle, puisque c'est en fait la droite conservatrice traditionnelle dans une version d'aujourd'hui par rapport à ce délire de la gauche actuelle sur l'extrême droite qui ne repose aucun fondement sinon sentimentaux. Donc, sur l'ennemi, on a parlé. L'ennemi. Il faut qu'il existe. Voilà. Donc, la droite a un problème structurel, là, pour le coup, d'identification de sa valeur constitutive. Ça n'existe... En fait, la droite, d'une certaine manière, n'existe plus. La gauche reste... Parce que la gauche, en revanche, s'est réconciliée. Il n'y a plus de révolutionnaires. Il y a Philippe Poutou. Bon, d'accord. Il est tellement inoffensif qu'on peut même l'embarquer dans une coalition. Donc, mais à partir du moment où il n'y a plus de révolutionnaires, la grande division réformiste révolutionnaire qui a structuré toute la gauche du XXe siècle n'existe plus. Donc elle se réconcilie. Et la droite se divise. Au fond, on pourrait résumer cette histoire par cette opposition simple. Alors, vous dites que la droite n'existe plus. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait du plus grand parti de France en dynamique aujourd'hui, qui l'a fait, on l'a déjà oublié, un score de dictateur aux dernières européennes, où ils sont arrivés en tête dans l'intégralité des départements, même d'outre-mer, sauf en Île-de-France. Quel est le fond idéologique de cette structure assez attrape-tout, qui a évolué, qui s'est élargi, dont le socle sociologique est en train de muter? Idéologiquement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est en fait une version, à mes yeux, ce pourquoi moi je pense qu'il faut dédiaboliser l'étiquette de populisme comme si c'était une marque d'infamie. Non, c'est une sensibilité politique qui est aujourd'hui, le vrai clivage idéologique dans nos sociétés, c'est d'un côté le néolibéralisme, un libéralisme d'un nouveau genre, et de l'autre côté un populisme qui est aussi un conservatisme d'un nouveau genre. Et par exemple un conservatisme social.
où on retrouve d'ailleurs des choses qui ont existé dans le passé. Il y avait des conservateurs sociaux au moment de les débuts du christianisme social au XIXe siècle. C'est des gens qui étaient très à droite du point de vue de l'attachement au cadre, par exemple, monarchique ou clérical. Gustave Thibon, par exemple. Bien sûr. Donc tout ça, et on le retrouve dans le populisme d'aujourd'hui, dont la différence avec les conservateurs d'hier, qui alliés aux libéraux, c'est qu'il y a une composante beaucoup plus sociale, au nom de la nation. Ce qui était vraiment typiquement déjà une sensibilité présente dans le gaullisme. Il y avait un gaullisme social, parce qu'une nation portée au-dessus des intérêts individuels, c'est une nation qui se préoccupe de la cohésion entre ses classes sociales, et donc qui appelle une volonté d'intégration des milieux populaires à la collectivité nationale par des politiques très actives à l'époque du gaullisme. C'est la grande mise en place du système social français à l'époque. Et on retrouve ça dans ce populisme qui a une composante sociale et une composante politique souverainiste, disons, pour employer des étiquettes simples qui permettent de se retrouver. L'idée que non seulement la nation n'est pas appelée à disparaître dans le flux mondial, mais qu'au contraire, elle constitue le cadre normal de l'exercice politique, démocratique, et qu'elle doit mener des politiques adaptées à ça. Donc, l'autorité à l'intérieur contre les phénomènes d'insécurité, donc la possibilité en fait de choisir les gens qu'on accueille sur notre sol par rapport à une immigration basée sur les droits individuels. Oui. En fait, aujourd'hui, il y a un droit à la migration qui est non dit, mais qui est la vraie loi internationale. Donc vous vous installez où vous voulez. Bon, contre ça, il y a l'idée d'une autorité de la communauté politique sur les gens qui entrent sur son sol et qui s'y établissent, ce qui n'est pas une petite chose, puisque c'est une révolution sociale. Bien sûr. Donc, de l'autre côté, un néolibéralisme qui est en fait une alliance contradictoire entre des libéraux et des libertaires. Alors, c'est le CAC 40 et les pages culture de Libé. C'est un peu difficile, l'attelage est compliqué. Jean-Claude Michel disait les pages saumon du Figaro et les pages multicolores de Libération. Voilà. Il y a beaucoup de choses amusantes, avec quelques personnages qui font l'union du retour sur investissement et de l'émancipation tous azimuts. Bon, ils sont rares, parce que c'est dur à concilier dans sa tête, mais finalement, socialement, ça fonctionne. Et ça donne les métropoles d'aujourd'hui comme laboratoire politique. Qu'est-ce qu'une métropole? C'est l'alliance libérale-libertaire en acte. Oui. L'ouverture mondiale et les émancipations sociétales. Voilà. Mais face à ça, vous avez dit que le Rassemblement national était conservateur. Sur le plan sociétal, il ne s'oppose pas à la marche. Parce que c'est devenu, de ce point, c'est là où il n'a plus rien à voir avec l'extrême droite traditionnelle, qui était quand même une extrême droite organiciste, qui voulait absolument l'incorporation, l'union du patronat et le corporatisme, c'était tout à fait typique sur le plan économique, et puis l'embrigadement patriotique, le rôle de l'armée comme laboratoire de la nation, etc. Toutes ces choses-là n'ont plus de sens dans un monde où l'individualisation l'a emporté. Donc, en fait, les électeurs du Rassemblement national, sur le plan sociétal, ressemblent exactement au reste de la population. Il n'y a plus de différence significative. Il reste une frange, d'ailleurs, essentiellement catholique, conservatrice, et d'ailleurs à laquelle il faut ajouter maintenant une frange musulmane encore plus conservatrice, sur le plan des valeurs de famille, d'autorité dans la famille, de rôle de la femme, etc. Ça existe marginalement dans notre société. L'électorat du Rassemblement national, sur ce plan, est tout à fait conforme au reste de la population, avec des problèmes sociaux de ces émancipations sociétales dans le bas de la société qui ne se retrouvent pas en haut. La famille monoparentale, qui est un sujet tabou, d'ailleurs la dénomination même le dit assez, femme seule avec enfant, c'est un de nos plus graves problèmes sociaux que personne ne veut trop voir, parce que la liberté individuelle, qu'est-ce que vous en faites? Mais je pense que ça touche beaucoup plus l'électorat du Rassemblement national. On l'a vu par exemple au moment des Gilets jaunes,
que le 6e arrondissement de Paris. Il y a un sociologue américain qui avait théorisé la notion de croyances de luxe, qui sont des croyances qui ont pour vocation de vous donner un statut social supérieur à d'autres, et qui souvent sont théorisées par les classes supérieures, mais dont les réelles conséquences néfastes s'abattent sur les classes inférieures. Ça, c'est un constat. Et là, la fluidité maritale, on pourrait dire comme ça, de façon chic, c'est très France Culture, s'abat avec une conséquence terrible, notamment financière, sur les classes inférieures, et qui, après, ont des conséquences économiques désastreuses. Oui, des conséquences économiques, des conséquences éducatives. Oui. C'est De stabilité émotionnelle individuelle, oui. le fils de divorcé. On a montré d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de chances de finir au chômage. Tout ça est en un sens parfaitement connu et en un autre sens absolument absent de la discussion publique parce qu'on est effectivement sur un terrain très difficile où les libertés personnelles du choix du conjoint, des relations intimes des personnes, personne n'ose aller contre. Mais on voit bien que pas plus d'ailleurs le Rassemblement national que les autres, mais on voit bien que c'est devenu un de nos plus gros problèmes sociaux. Les quartiers nord, d'ailleurs c'est stupéfiant, la désintégration même de familles en principe solides dans le monde de l'immigration maghrébine, tel qu'on en a le spectacle dans les quartiers nord de Marseille, qui est une sorte de laboratoire social, ce problème des familles monoparentales est hallucinant du point de vue de ses conséquences sociales, à la fois de pauvreté, de perte de repères éducatifs, de rapport à l'autorité. C'est une question taboue dans notre société, un non-dit structurant, mais qu'il va falloir mettre sur la table inévitablement. Je parlais du vide idéologique à droite. Admettons que nos hommes politiques à droite lisent. S'il fallait faire une moyenne et une synthèse du livre de chevet putatif de l'homme politique moyen LR et RN, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Moi, c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire qu'à gauche, on voit à peu près, peut-être, mais à droite, c'est quoi leur livre de chevet type d'un point de vue de philosophie politique? Je ne me sens pas capable de répondre à votre question, parce que j'avoue que là, on est dans un chaos où tout coexiste, en fait. Mon observation, c'est pas que j'ai une grande fréquentation du milieu politique, mais comme je m'intéresse à la vie politique, je suis amené à tout. C'est qu'il y a une curiosité intellectuelle beaucoup plus grande chez le personnel du RN que dans le personnel de la droite traditionnelle. D'accord. Mais ça, c'est toujours vrai des partis en ascension. Si vous voulez. Le jeune parti communiste dans les années 20 ou 30 était le parti où la culture était la plus développée. On ne peut pas dire qu'on est l'équivalent aujourd'hui au RN, parce que c'est un parti justement de gens souvent issus de milieux où l'éducation s'est arrêtée très tôt. Bon. Mais il y a une vraie curiosité intellectuelle, en tout cas. Ça, c'est très frappant. C'est quelque chose que j'ai découvert d'ailleurs au moment des Gilets jaunes, où, comme tout le monde, là où j'habite, c'était un phénomène extrêmement présent. Ça m'a valu quelques conversations très instructives. Il vous repère très vite comme un intello. Ah oui. Et c'est quoi leur rapport à l'intello? L'intello, alors c'est... Ils ne savent pas trop ce que c'est. D'accord. Mais il y a une méfiance. C'est pour eux un personnage ridicule, essentiellement. Donc il faut accepter cette initiation. Qui dit des bêtises avec beaucoup de syllabes. Voilà. Mais en même temps, quand ils voient qu'on peut être un intello et être vaguement au courant des problèmes qu'ils vivent, ils acceptent non seulement la discussion, mais ils sont très avides de discussion et de chercher à comprendre une situation dont ils voient très bien qu'ils n'ont pas les tenants et aboutissants. Et on parlait de livres. Il y a eu un effondrement de la lecture dans le pays et un effondrement concomitant et connexe de la qualité du débat intellectuel et des ismes, des idéologies qui ont disparu, etc. Vous aviez, je crois, une formule là-dessus qui était de dire on imprime encore des livres, mais ils n'impriment plus. Comment est-ce qu'on explique cette dynamique qui donne le débat public qu'on a aujourd'hui? Alors, pour moi, c'est un phénomène très profond, pas simplement lié à la paresse individuelle et au fait que nous avons une offre surabondante de distractions diverses et variées, qui fait partie de la liberté contemporaine, dont on peut féliciter à beaucoup d'égards. Je pense que c'est un phénomène beaucoup plus profond, qui a deux dimensions.
tel que je l'aperçois, je n'ai pas de prétention, parce que ça demanderait un sacré travail empirique pour aller voir au fond de ça. Il y a d'un côté un phénomène idéologique qu'on pourrait résumer en disant Fukuyama a gagné. Nous sommes à la fin de l'histoire, les gens n'ont pas lu Fukuyama, s'en foutent, et n'ont pas besoin de théoriser la chose, mais ils vivent dans l'idée que rien ne peut plus se passer qui ne sera semblable à ce qui est aujourd'hui. C'est ça le vrai sens de ce qu'on appelle le présentisme. Le présentisme, c'est l'idée que bien sûr demain sera différent, mais ça sera différent de la même chose. Et donc il n'y a rien à comprendre. On connaît les règles du jeu, il s'agit de se débrouiller au mieux dans un monde dont on connaît en gros la règle de fonctionnement et qui n'appelle aucun développement futur. Depuis le 19e siècle, nos sociétés vivaient dans l'idée qu'on allait vers un monde tellement différent de celui qu'on avait connu qu'il fallait se creuser la tête pour anticiper, provoquer le mouvement, l'accompagner au moins en étant conscient des enjeux. C'est fini. On sait. Donc pourquoi se creuser la tête ? Sinon, en tant que spécialiste de l'économie, du droit, de la finance, de la technique, oui, on a des gens très pointus dans tous ces domaines, mais plus de gens qui cherchent à comprendre ce qui se passe. Parce que la société dit qu'il n'y a rien à comprendre d'une certaine manière. Et là-dessus, il y a quelque chose de plus profond encore, qui est en particulier dans une partie jeune de la population, qui ne se sent pas trop à l'aise dans ce monde, c'est l'idée, de toute façon, personne n'a les moyens de maîtriser intellectuellement ce qui se passe. C'est trop compliqué, ça nous échappe. Oui. C'est l'idée de comprendre le monde. C'est des vieux Allemands du 19e siècle qui avaient des élucubrations de ce genre, c'est fini, tout ça. Il n'y a rien, c'est trop dur. Et la question, c'est de se débrouiller là-dedans. C'est de tirer son épingle du jeu d'un système opaque sur lequel on ne peut rien. Il y a un sentiment de démobilisation très profond. C'est une partie du phénomène de la dépolitisation. C'est l'impression que c'est vain, qu'effectivement il y a des guignols qui s'agitent sur la scène, qui font semblant de gouverner, ils ne gouvernent rien, ils ne comprennent rien, donc ils perdent leur temps et ils nous foutent dedans en général au lieu de nous apporter du meilleur. Et par conséquent, là-dedans, c'est la débrouille individuelle qui est la seule règle de vie, sans chercher à se prendre la tête pour de toute façon n'aboutir à rien. Je crois qu'il y a un nihilisme intellectuel profond dans nos sociétés. Et dans votre génération, moi je l'ai senti auprès je voyais bien le regard de mes propres étudiants à mon égard, je pense qu'ils m'aimaient bien puisqu'ils venaient écouter mes salades, mais je vois qu'ils me prenaient pour un homme préhistorique. Juste après les dinosaures. Oui, c'est ça. Qui croyait encore qu'on pouvait comprendre. Il trouvait ça sympathique, hein, visiblement. Je veux dire, je ne sentais pas d'hostilité, au contraire, mais plutôt un regard amusé sur un vieux schnock qui avait des prétentions qui n'avaient plus grand fondement dans la réalité actuelle. Une tendance, donc moi j'étais encore en master récemment, donc j'ai l'oreille proche du sol de cette génération, disons, et ce qui m'a frappé, moi, c'est une incapacité, et ça a nourri mes analyses générationnelles, disons, sur le wokisme, à décrire sans décrier et à constater sans condamner. Forcément, c'est la fonction critique. Bah oui. On est contre, là aussi, et on est incapable de s'émerveiller déjà, et on tape sur le monde. Et ce qui m'a frappé, c'est que... Ça, c'est l'attitude des diplômés. Oui, elle n'est pas diplômée, c'est il n'y a rien à comprendre. C'est vrai. Donc soit on critique, soit on ne comprend pas. soit on renonce à comprendre. Soit on renonce à comprendre, oui. Il y a les deux. C'est frappant. Ça, c'est une fracture très importante parce qu'effectivement, la seule identité qui reste quand on ne peut pas comprendre, c'est de s'opposer. Oui, bien sûr. C'est d'où la fortune de cette idée de critique. Les identités diplômées d'aujourd'hui sont critiques par définition ou ne sont pas. Une identité diplômée est une identité dissidente aujourd'hui. Oui, absolument. C'est comme ça, et c'est parce que ça donne une identité rapidement. On est contre un système. On est contre un système tout en se trouvant une place confortable à l'intérieur du système. C'est pas du tout incompatible. Je m'étais amusé à parler des décideurs, c'est-à-dire les décideurs dissidents et qui ne voyaient pas la contradiction. Oui. Il y a des anticapitalistes dans tous les sièges des grandes compagnies financières. Absolument. Et là-dessus, ce qui m'a frappé, c'est, je précise pour ceux qui nous écoutent, moi j'ai eu la chance et l'honneur de vous avoir en tant qu'éditeur.
et il y avait parfois des désaccords sur la façon d'analyser quelque chose. Mais justement, ça ne posait pas problème. Et tandis que moi, j'imagine des gens de ma promotion être éditeurs, je les vois mal dire là, je ne suis pas d'accord avec telle périphrase, vous allez la garder. Et là, au contraire, j'imagine une volonté de condamner, même de porter un soupçon sur celui qui a apporté un manuscrit problématique, comme il dirait. Oui, problématique. Et même, là, vous avez géré la revue Le Débat, ça implique de devoir prendre des avis très larges et fréquemment contradictoires, et de les dire pour le débat, pour l'intérêt supérieur de la discussion, prolongeons cette discussion à bâton rompu contradictoire. Oui, et je pense que cette mentalité-là va disparaître. Elle est en train de disparaître. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec Pierre Nora, nous avons choisi d'arrêter le débat, parce que nous constations bien que notre philosophie n'était plus en accord avec un esprit du temps suffisamment large pour que ça ait du sens. Si vous voulez, c'est un constat d'échec par rapport à ce que nous espérions au départ, c'est-à-dire au contraire développer une culture du vrai débat, tolérant. Bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose... C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne pense que ça n'a aucun intérêt, parce qu'on est capable de penser à la relativité de son point de vue. Et c'est ça qui est en train... L'individualisation, c'est l'enfermement des individus dans leur point de vue. Ils se désocialisent. Mais qui s'est fait au nom de la tolérance. Mais voilà. Alors, il y a tolérance au sens où on met personne en prison, oui. On peut les empêcher de publier, ça, malheureusement, ça existe. Mais ça s'arrête là. Je veux dire, même Renaud Camus a le droit de vivre. Bien sûr. Il n'y a plus de peine de mort. Non, il n'y a plus de peine de mort. Il y a la peine de mort sociale. Mais c'est l'équivalent qui est la neutralisation d'une parole qui ne vous paraît pas moralement acceptable. C'est un changement total par rapport à l'idée que la politique représente quelque chose d'indépendant de la morale, justement, parce qu'on aborde des questions sur lesquelles la morale ne s'applique pas. Je croyais qu'un certain Machiavel, il y a 5 siècles et quelques, a dit des choses assez intéressantes là-dessus, mais c'est comme s'il n'avait pas existé. Et d'autre part, il y a l'absence d'intérêt pour la contradiction, pour la rencontre de gens qui vous apportent un éclairage, une analyse, un point de vue qui n'est pas le vôtre. Mais dont vous devez vous dire qu'il a d'abord de fortes raisons d'exister, parce que ça peut être exprimé de façon très intéressante. Bien sûr. En termes de qualité intellectuelle, eh bien non. Le critère de qualité intellectuelle, c'est ça qui explique d'ailleurs ce que moi je considère être comme une espèce d'effondrement intellectuel du monde occidental. Le critère de qualité de réflexion ne compte plus au regard de la vertu morale qui s'exprime dans des positions bien orientées. Et même dans quel sens criez-vous ? Quelle est votre cible ? Quel est votre ennemi ? Et ça m'aide, j'avais dit... dites-moi qui vous haïssez, je vous dirai qui vous êtes. Oui. Et on fonctionne comme ça au monde intellectuel. C'est ce que je disais, il faut se positionner dans l'espace politique en critiquant les choses plus à droite que ce soit pour être situé. Et là-dessus, vous avez donc arrêté la revue Le Débat en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Non. Oui, c'est bien juste. Et vous avez continué l'édition de la revue. De la collection d'édition Le Débat, dont j'ai un exemplaire ici. Où vous avez vous-même publié. Absolument, c'est comme quoi ça arrive à des gens bien. J'allais faire la blague en disant que c'était un livre auto-édité. Oui, en quelque sorte. Le livre auto-édité, il est un peu moins prestigieux que... C'est pas tout à fait auto-édité parce que je ne suis pas tout seul. Non, bien sûr. Je le faisais avec d'autres. Je ne me suis pas imposé d'autorité. Et donc, désormais, vous arrêtez également ce processus-là. Qu'est-ce qui vous a mené à cette conclusion ? D'abord, mon âge, tout bêtement. Je suis un survivant dans ce monde où j'ai le sentiment d'occuper une place indue par rapport à des générations nouvelles dont j'aurais aimé qu'elles se manifestent davantage d'ailleurs pour prendre notre place et nous faire sentir que... Alors, ce qui est tragique, je vis une expérience inédite dans l'histoire, c'est la disparition du complexe d'Oedipe qui en général faisait qu'un vieux birbe dans mon genre trouvait des jeunes dynamique qui lui faisait sentir de prendre la porte. Maintenant, on vous demande de survivre. C'est terrible. La relève des générations sous un signe un peu agonistique, dont la génération de 68 a été typique,
le 10 ans, ça suffit, à propos du général de Gaulle. Oui. Et la suite était De Gaulle à l'hospice dans le slogan de l'époque. Ah oui. Oui, oui. 10 ans, ça suffit, De Gaulle à l'hospice. Bon, mais c'est fini tout ça. Maintenant, on a un respect pour les vieillards auxquels on demande de survivre indéfiniment. Je pense, je m'applique à moi-même la vindicte générationnelle qui pouvait animer mes 20 ans. Voilà, c'est tout. Mais le monde continue. Je ne doute pas qu'il y aura une suite à tout ça. Et j'imagine que ça n'a pas dû être évident quand même de renoncer à un tel... le débat fait une partie très importante de votre œuvre et de votre carrière. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti avant de prendre cette décision? J'ai été éduqué politiquement à la vieille mode. C'est-à-dire que ce qui doit primer dans toute décision, ce n'est pas l'affect personnel, c'est la rationalité et l'intérêt commun. Et donc, je m'en accommode sans douleur. Ça me paraît, pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Analysons lucidement la situation, voyons quelles sont les possibilités qui s'offrent, quelles sont les disponibilités, quel est le meilleur scénario, qu'est-ce qui vous reste à faire. Je me suis contenté d'une analyse froide de ce qui me paraissait la réalité qui s'imposait. J'en tire les conclusions et je n'en souffre pas. Et la collection va continuer à vivre? Oui, bien entendu, je pense. Formidable. Alors, on approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a, on parlait de lire, de l'édition, de faire lire, des jeunes générations, de la relève. Est-ce qu'il y a un ouvrage que vous recommanderiez vivement auprès de ma génération et qui vous a particulièrement marqué? Alors, votre question est pour moi très embarrassante parce que je serais en fait incapable de discerner dans le très grand nombre de livres que j'ai lus, celui qui m'a le plus marqué. Celui qui a eu le plus d'importance pour moi existentiellement, c'est tout simplement, c'est très banal, hein, c'est très générationnel, la lecture du manifeste du Parti communiste de Karl Marx. On va encourager les jeunes à aller lire le manifeste Mais du bien Parti sûr, communiste. c'est un texte magnifique. J'ai passé ma vie à m'expliquer, je continue d'ailleurs, je n'ai pas fini, parce que c'est pas parce que je renonce à l'édition que je renonce à travailler intellectuellement, ça va de soi. Mais c'est un livre avec lequel je n'ai, si je puis dire, passé. Il m'a ébloui et il a décidé c'était l'époque, hein, j'ai dû le lire, j'avais 15 ans. Donc ça doit être en 1961-62, en pleine guerre d'Algérie en plus encore. Donc c'est un texte qui m'a marqué, qui a fait de moi un philosophe et historien, parce que mon modèle est resté Marx, sauf que c'est devenu mon ennemi intime, mon meilleur ami, mon meilleur ennemi en même temps, celui par rapport auquel je me suis proposé de produire une conception alternative de la politique et de la société au regard de ce qu'a été l'inspiration qui nous a donné et dont je pense, à titre depuis très longtemps maintenant, que tant qu'on n'aura pas fait cet acte d'émancipation par rapport au marxisme qui est devenu la théorie dominante, hein, oui. Alain Minc se déclare fièrement marxiste. Ça signifie qu'il est vraiment temps de passer à autre chose. Mais tant qu'on en sera là, je pense qu'il y a un blocage dans la compréhension du fonctionnement de nos sociétés, et en particulier du monde démocratique, qui est une impasse. Et c'est cette impasse-là à laquelle j'ai essayé de travailler. Mais par ailleurs, pour moi, si je puis dire, la grande passion dans ma vie, en fait, ça a été l'imagination. Et pour moi, la lecture, c'est l'imagination. Que ce soit des lectures romanesques, des romans d'aventure, quand j'étais gamin, je préférais le dernier des Mohicans au manifeste du Parti communiste, inutile de le dire. C'est le plus grand bonheur qu'on puisse trouver, à mes yeux, dans l'existence. C'est pas dans la réalité, c'est dans l'imagination. Qui peut être une imagination théorique, qui peut être une imagination abstraite. Il n'y a pas d'exercice plus imaginatif que les mathématiques. Vraiment, c'est très abstrait. C'est très abstrait, mais c'est complètement vous êtes dans l'imagination de l'abstraction. Et c'est là que, je pense, la faculté, le vrai bonheur de l'homme se trouve. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai toujours été un grand lecteur
j'ai la curiosité de ce qui se passe, de ce qui me passe sous le nez, quel que soit, je lis de tout. Mais là-dedans, c'est très difficile d'identifier, en dehors de ce déclic initial, parce qu'il a décidé de ma vie à beaucoup d'égards, ça m'est très difficile d'en recommander. Oui, je me souviens m'être mis littéralement en vacances de la société quand j'ai découvert La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et j'étais aussi très jeune à l'époque, mais je me suis littéralement isolé pour lire, ça devait être 14 volumes à l'époque de la collection Blanche Gallimard, d'affilée, oui. en abandonnant tout le reste. Ça a pris combien de temps à peu près? Assez longtemps. Assez longtemps pour inquiéter. Un vrai exil. Oui, je me suis enfermé. Ça a été éblouissant pour moi. Et je la sais à peu près par cœur, La recherche du temps perdu. C'est impressionnant. On encourage tous ceux qui nous écoutent à écouter La recherche du temps perdu. Je pense que quand on se plonge dedans, normalement, on n'en sort plus. On n'en sort plus. Et pour la vie, hein, c'est dangereux. C'est un ami intime qui vous suit, ou alors un ennemi intime pour le manifeste du Parti communiste, qui est un ennemi structurant, qui aide à comprendre le monde. Et donc je réitère les ouvrages, moi, qui m'ont également beaucoup marqué et nourri dans l'analyse du monde contemporain. Donc La droite et la gauche, histoire et destin, qui explique bien les évolutions du clivage gauche-droite et même sa nature profonde. Et ensuite les 2 volumes de Comprendre le malheur français, le 1 et le 2. Et dans la mesure où le 2 se centre sur le quinquennat de Macron, peut-être qu'il y en aura un volume 3 sur le quinquennat à venir. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Bon. Non, je ne pense pas. Je pense que j'ai... D'ailleurs, là, c'était... Je pensais qu'il se passerait des choses intéressantes dans le quinquennat Macron, et finalement, c'est une baudruche qui s'est dégonflée. Oui. Donc, ça n'incite pas, ça ne mobilise pas pour la suite. Une espèce de stabilité apolitique un peu de son mandat qui a rendu la chose... D'où, je pense, la passion pour les dernières semaines. Ouais. Enfin, il se passait des choses. Voilà. Il y avait de la politique. Voilà. Là, on est dans la politique à nouveau. C'est vrai. Ouais, Martial Gauchet, merci infiniment pour votre présence, votre patience et ce que vous avez transmis lors de cet entretien à ma génération. On vous souhaite très belle continuation et on est ravis de savoir qu'on continue à écrire et à lire pour comprendre le monde qui vient, qui s'annonce terrifiant mais passionnant. Merci infiniment. Merci de votre hospitalité.